veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça oui, il le faut. Parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Les attentats de Paris sont une tragédie absolue, mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Comment un attentat d'une telle ampleur peut-il être organisé dans une capitale européenne? L'expression « management de la terreur » n'a pas encore été prononcée dans ce contexte. Mais Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. Monsieur Hörstel, le terrorisme est maintenant arrivé jusqu'en Europe. Après ce qui s'est passé en France, on n'arrête pas d'entendre d'autres histoires provenant d'Allemagne, de Belgique et de partout. Je pense aussi que les gens ont peur, ou bien on leur suggère d'avoir peur. Est-ce un hasard? Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Évidemment, cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu, il y a 1 an ou il y a 6 mois, que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes selon leur ancienne manière de faire la guerre, des combats de rue, etc. Ça, c'est une chose. L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. D'où est-ce que les services de sécurité les connaissent? On entend tout le temps dire que les services secrets sont exactement au courant de ces prétendus terroristes. Mais c'est bien normal que les services secrets surveillent les terroristes présumés. Par conséquent, ils savent où ils se trouvent. N'est-ce pas normal? Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur surveillance. Oui, mais que devons-nous faire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste présumé qu'on doit aussitôt l'enfermer. Sinon, il y aurait de nouveau de grands cris. Et d'où sortent-ils ces informations? La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. L'attentat de Paris sur Charlie Hebdo est très clairement un attentat terroriste manipulé. Il y a assez d'indices pour cela. Non seulement les auteurs étaient connus des services secrets, mais justement la carte d'identité laissée dans la voiture, c'est une chose qu'aucun braqueur minable n'aurait faite. En principe, on devrait trouver tout le déroulement étrange. Les témoignages personnels au sujet des auteurs sont étonnamment positifs. Tout cela n'est pas cohérent. Et ensuite, nous avons un écho médiatique indiscutablement cohérent qui semble convenu et finalement, nous avons l'écho politique. En Allemagne, les droits des citoyens sont restreints, ainsi que le droit pour avoir un passeport. Et tout ça, ça a été tout réglé en un rien de temps. Mais ça, c'est peut-être quand même nécessaire. Je veux dire, c'est nécessaire. Si on veut avoir les terroristes sous contrôle, vous dites qu'il y a une surveillance sans faille. Par conséquent, on aurait déjà pu tout maîtriser au préalable, dans le cas de Paris. En effet, en Allemagne, on voit maintenant toujours plus, par exemple, actuellement dans une situation à Berlin, qu'il y a eu une intervention où on a arrêté 2 Turcs. On a aussi une intervention à Wolfsburg, ce qui veut dire qu'on voit quand même que nos forces de police sont en alerte antiterroriste.
Ils sont en alerte et un gouvernement qui pratique le management de la terreur via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, ce sont ces trois qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme « Quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste ? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse d'une manière ou d'une autre parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie. » Donc encore plus de surveillance, etc. ou d'autres choses semblables comme par exemple la loi sur les passeports qui a été adoptée. Par exemple, ce sont exactement ces points-là. Lorsque le gouvernement a le sentiment « Ah, nous arriverons à faire passer la loi sans attentat terroriste », bon, on va quand même arrêter quelques personnes, parce que ce sont peut-être des cercles qui sont contrôlés, mais ils sont quand même peut-être capables de se débrouiller tout seuls. Donc, le management de la terreur est un business très compliqué. On connaît cet exemple dans le cas de la NSA, où les services secrets intérieurs, les services de la sécurité et du territoire avaient de toute évidence comme habitude de coopérer avec un groupe de tueurs d'extrême droite. Et ça, c'est de ces problèmes qu'il s'agit là. Si on regarde où cela nous mène à l'avenir, on a juste besoin de regarder quelles sont les données générales. Si on a une crise, alors le gouvernement s'assure qu'elle garde la population dans la confusion par ce genre d'attentats orchestrés. Et ça, c'est en principe du point de vue du management. Les attentats autorisés, les personnes qui se promènent par là... Ce sont là quand même des accusations virulentes. Oui, c'est une accusation extrêmement virulente. Il serait temps qu'elle se fasse entendre de plus en plus fort. Le sujet du management de la terreur, je l'ai enseigné à l'époque aux soldats et j'en ai aussi donné une définition. C'est justement l'instruction, l'armement, l'approvisionnement donné, le paiement, le personnel politique et aussi les mesures disciplinaires. Il y a des lancements de drones US au Yémen où les troupes d'Al-Qaïda qui réussissaient ne voulaient pas obéir. Alors justement, certaines de ces personnes qui n'ont pas voulu obéir aux ordres ont dû être éliminées, etc. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne? Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque centrale européenne pour acheter à grande échelle des papiers sans valeur de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup s'attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Merci beaucoup, Monsieur Stel. Est-ce donc juste une diversion ou un terrorisme aux motivations vraiment religieuses? Car effectivement, une étude nous parvient d'Europol pour l'année 2013 qui dit que les musulmans ne seraient responsables que de 2% des attaques terroristes des 5 dernières années. Et si on regarde l'année 2013 de plus près, on voit 152 attaques terroristes dont seulement 2 avaient des motifs religieux et 84 des motivations nationalistes ou séparatistes. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, dont le pays soutient le terrorisme et les terroristes en Syrie, est poursuivi par des citoyens syriens devant la Cour de justice de la République. La Cour française a accepté la plainte qui accuse Fabius de complicité avec les terroristes en les incitant à commettre ces crimes à travers une série de déclarations faites par Fabius et qui ont abouti à l'encouragement des violations et à leur légitimation. Alors il y a des révélations dans votre livre, Xavier Panan, je le disais tout à l'heure, notamment ces armes françaises livrées en 2012, il y a 3 ans, alors que nous sommes déjà en plein conflit armé en Syrie. Il y avait à l'époque un embargo européen. De quoi tirez-vous ces informations? Eh bien, d'un certain nombre de confidences qu'il m'a fallu pas mal de temps pour en avoir confirmation. Autre titre ce soir, ce sera peut-être un virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. Paris et Londres laissent même entendre que cette position sera maintenue si l'Union européenne ne lève pas l'embargo. Ce serait une première en Occident. Quels sont les risques? Vous nous répondrez dans un instant. Loïc Delamornay, d'abord les faits. Claude Sampère, Frédéric Furnemont. Le conflit dure depuis 2 ans. Les rebelles arrachent quelques victoires, mais ils disposent de faibles moyens. Ces derniers mois, l'armée de Bachar el-Assad regagne du terrain, notamment à coup de bombardements massifs. Depuis mai 2011, l'Europe bloque les livraisons d'armes aux rebelles.
Aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne veulent mettre fin à cet embargo. Cet après-midi, François Hollande et David Cameron se sont rencontrés en marge du Conseil européen. Et leur position est claire. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Cette position marque un changement radical. L'embargo prend fin officiellement en mai. La France va négocier et s'il n'y a pas d'accord avec les autres pays européens, la France est prête à prendre ses responsabilités. Que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. En clair, la France pourrait bientôt livrer des armes aux rebelles. La Russie et l'Iran continuent d'aider le régime syrien et pour François Hollande, il est temps de mettre fin à ce déséquilibre. En fait, donc quand François Hollande est arrivé en 2012, après Nicolas Sarkozy, il a tout de suite été d'ailleurs attaqué par Nicolas Sarkozy, qui depuis n'a pas cessé ses attaques sur la politique étrangère de la France, encore hier en Israël. Le premier missile lancé par Sarkozy dès le mois d'août 2012, c'était sur la Syrie. Hollande, vous ne faites rien, vous êtes Mollasson, vous ne faites ouais. rien. Bon. Et en fait, donc il y a eu des réunions, en particulier une réunion entre des collaborateurs de l'Élysée, du Quai d'Orsay, de la Défense, etc. Et ils ont conclu que la France devait aider ce qui à l'époque apparaissait comme la seule opposition à Assad, les fameux rebelles démocrates entre guillemets. Mais à l'époque, en 2012, donc Hollande finalement conclut que il faut aider ces rebelles, non pas alors en leur livrant des armes létales, c'est-à-dire des armes mortelles, en particulier missiles anti-chars. صواريخ ميلان مضادة للدروع فرنسية الصنع. لا نحتاج أن ترسل لنا فرنسا صواريخ مضادة للدروع. Il ne s'agissait pas de croire qu'on allait renverser comme ça soudainement Hafez el-Assad. Mais à l'époque, il y avait l'idée de créer une opposition aussi. Voilà, mais c'était pour conforter l'opposition, puisqu'on sait que sur le terrain, le chef, c'est celui qui distribue les armes. Ouais. Et donc à l'époque, il y avait un général, Idriss, qu'il fallait conforter. J'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front Al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. » Le front Al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. C'était il y a moins de 2 semaines. Du véhicule bourré d'explosifs, il ne reste qu'une carcasse tordue et enflammée. Le bilan est lourd, au moins 18 morts, des civils pour l'essentiel. Un attentat imputé, dit-on ici, aux rebelles islamistes du front Al-Nosra. Was moving too slowly, but the fall of Ramadi has galvanized the Iraqi government. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar. كده يعني. يعني أنت تقول إنه داعش هي فرع للقاعدة؟ تعتنق فكر القاعدة يعني. إنما داعش سنة 2006 إحنا عاملين القاعدة من سنة 89. لا فسر لي موقف الآن، يعني إذا ما سألنا عن دكتور أيمن الظواهري موقفه من داعش وأبو بكر البغدادي، هو طلب ما الذي يعتبرونه؟ هو طلب من أبو بكر البغدادي إن يبايعه على أساس يبقى صحيح. ولكن أبو بكر البغدادي عشان هو أصلا عميل أمريكي قال له إحنا أصحاب القضية، إحنا أصحاب القضية، قضية تحرير العراق وسوريا وكده، فأنت اللي تبايعنا. فأيمن رفض، فحصل النزاع بينهم والقتال. كيف يعني عميل أمريكي؟ لا أبو بكر البغدادي معروف إن أمريكا أفرجت عنه. فسر لنا كيف؟ أمريكا أفرجت عنه وهو كان في السجن وأنفق أكثر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي. وأول معسكرات اتعملت لداعش اتعملت في الأردن، والأردن مش عاملة معسكرات صدقة لله يعني. يعني الأردن لما تعمل معسكرات لمجموعة إرهابية مش معقولة تعملها صدقة تتصدق بيها يعني. وكان بيشرف على هذه المعسكرات المارينز، وتسليح داعش كله أمريكي. والنفقة بتجيلهم منين؟ أنا كنت مسؤول عن معسكر في 120 واحد، كان بيصرف آلاف مؤلفة. أكل وشرب وسلاح وذخيرة وتدريب. تتحدث عن داعش، كنت مسؤول عن لا أنا كنت مسؤول، بقول لك أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول عن معسكر في 120 نفر، كان بيصرف ألوف، ما بالك داعش دي بتصرف قد إيه؟
اكل. وبعدين اقول لك على حاجه، هذا يقودنا الى التمويل. المصابون من داعش في العمليات، اللي بيتعوروا في العمليات بيجوا يتعالجوا هنا في لبنان؟ لا، ولا سوريا ولا السعوديه ولا مصر. بيروحوا فين؟ بيروحوا اسرائيل. وانا بكلمك 1500 واحد من داعش والنصره في مستشفيات تل ابيب. هذه معلومه. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté aujourd'hui 5 terroristes blessés en Syrie à l'hôpital de Zif, Asafad et Naharia en Haute-Galilée dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie. A 1990 book notes excerpt where Brian Lamb interviews authors Dan Raviv and Yossi Melman. Plots against the state of Israel, political plots and others. You tell the story about how you try to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Interestingly enough, kind of a British model. The Israeli ambassador to the US says Tel Aviv prefers al-Qaeda-affiliated guys to groups backed by Iran. Israel's initial message was that it had always wanted Syrian President Bashar al-Assad to go, even though the bad guys had linked to... On top of that, I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS. Senator but Paul, that's not true. Well, it's not true. It's not true. Whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also, let me point out that if we are going to conduct a conflict the way you are describing it, and I'm afraid that's the case, this is reminiscent of Vietnam, the gradual escalation that ended up in one of the worst defeats that America has ever suffered. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them or it is given to them and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. How look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. All right, then let me ask you this. We are where we are because we armed the Syrian rebels. We have been fighting alongside al-Qaeda, fighting alongside ISIS. ISIS is now emboldened in 2 countries. But here's the anomaly. We're with ISIS in Syria. We're on the same side of the war. So those who want to get involved to stop ISIS in Iraq are allied with ISIS in Syria. That is the real contradiction to this whole policy. U.S. President Barack Obama is facing harsh criticism from many of his Washington colleagues. Senator John McCain and others lambasted Obama for taking too long to act against the Islamic State in Syria. U.S. military is already bombing ISIS jihad troops in northern Iraq, but the commander-in-chief is hesitant to pull the trigger across the border. But a group of left-leaning veteran activists are blaming John McCain himself of supporting ISIS soldiers in their fight against Bashar al-Assad just last year.
VoteVets.org points out that a picture of McCain standing with people they call ISIS leaders, it's a claim that no media outlet has been able to confirm, and McCain calls it a lie. But the senator and American government have given loads of cash to the Syrian Free Army over the past several years, trying to overthrow Assad and his murderous regime. Nearly 200,000 people have already died in Syria. Another 3 million are refugees. The problem comes in because many of the people fighting in the Syrian Free Army are also fighting with the Islamic State. They're facing the same foe, sharing weapons, funds, and equipment. In the eyes of Assad's regime, they are one and the same. Several other countries also funded Assad's opponents over the last 43 years. France, Britain, and Saudi Arabia are some of the biggest donors. The Free Syrian Army has taken a brutal beating over the last several years, and many of those troops are taking American weapons and using them to support the Islamic State. So while ISIS poses a real and immediate threat to Baghdad, one of the U.S. biggest projects, ISIS is also fighting against one of America's biggest opponents just next door. In a roundabout way, it appears that U.S. money is directly supporting the Islamic State. Потворствовать пополнению их рядов наемниками из разных стран. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные специалисты? Откуда это все берется? Как получилось, что этот ИГИЛ, так называемый, пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы, и вы все об этом знаете. Но подпитка финансовая идет и от продажи нефти. Ее добыча развернута на территориях, подконтрольных террористам. Они ее продают по бросовым ценам, добывают, транспортируют. Ведь кто-то ее покупает, эту нефть, перепродает, зарабатывает на этом, не задумываясь, что тем самым финансируют террористов, которые рано или поздно могут прийти и на их территорию, придут сеять смерть в их страны. А откуда поступают новые рекруты? В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда еще говорили, будьте аккуратными, осторожными. Куда вы выгнали этих людей на улицу? Что они будут делать? Не забывайте, что справедливо было или несправедливо, но они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что их превращаете? Что получилось? Десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии БААС, выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. Может быть, здесь кроется, кстати говоря, и дееспособность ИГИЛ. Они действуют реально, очень эффективно, с военной точки зрения. Профессиональные люди реально. Россия неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами. Настаивала на внесении группировок, воюющих против центрального сирийского правительства, прежде всего ИГИЛ, в списке террористических организаций. Ну и что, результат какой? Бесполезно. Порой складывается впечатление, что наши коллеги и друзья постоянно борются с результатами своей собственной политики. Бросают свою мощь на устранение рисков, которые сами создают, платят за это все возрастающую и возрастающую цену. Уважаемые коллеги, момент однополярности убедительно продемонстрировал, что наращивание доминирования одного центра... Russia is targeting ISIS targets or not? They're not. They may be targeting some, Chris, but it's interesting. Their initial strikes were against the individuals and the groups that have been funded and trained by our CIA in a incredible flaunting of any kind of cooperation or effort to conceal what their Putin's priority is, and that is, of course, to prop up Bashar Assad. And by the way, I can absolutely confirm to you that they were strikes against our
Free Syrian Army or groups that have been armed and trained by the CIA, because we have communications with people there. And so now we're going to have a meeting of the military or some kind of communications. That seems to be the administration's first priority. And so we can stand by and watch them strike those groups that are fighting against Bashar Assad that we are training and funding. This is an Orwellian experience. Le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard, qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? Non, c'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. How do you see this basically? How are you reading what is going to happen with the United States getting involved with this situation with ISIL? What is it? Do you think that they really want to destroy them because perhaps they have served their purpose? Or no, do they just want to see this chaos continue in the region? Chaos in the region is extremely advantageous. The Project for a New American Century and Clean Break, an important document to read. Also, Oded Yanan's A Strategy for Israel in 1980s made it very clear that Iraq was target number one because of its strong Arab nationalist dictatorship. And ultimately, in the overall scheme, you have this fantasies agenda of greater Israel, Israel expanding as the next empire into Iraq, into Syria, Lebanon, also a part of Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. This is their goal, and it is a psychopath's goal. So right now, all of this chaos that you see in that region fits perfectly in line with strategy papers. The policy is being carried out exactly as it was written, and the seeds of sectarian hatred and divide, which are necessary to fracture the people of the region so that you'll be in a weakened state and therefore be subject to the real intention and the goal, which is again to expand the Israeli empire,